je connus la prime amourette auprès d'une sirène, une femme poisson. Je reçus de l'amour la première leçon. Avaler la première arrête. Déférence gardée envers Paul Valéry. Moi, l'humble troubadour, sur lui je renchéris. Le bon maître me le pardonne, et qu'au moins si sévère valent mieux que les miens. Mon cimetière soit plus marin que le sien, n'en déplaise aux autochtones. Georges Brassens supplique pour être enterré à la plage de Sète. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Manger, c'est voté aujourd'hui dans l'Hérault. Nous allons faire la connaissance d'Henri Cabanel, sénateur socialiste. Et avec lui, nous allons parcourir ce miroir, ce terroir, ces paysages merveilleux du Languedoc, à la rencontre des hommes et des femmes qui se battent pour préserver un patrimoine et le transmettre aux générations futures. On va goûter des bonnes choses, on va boire des bonnes choses. Je vais rejoindre le sénateur. Vous me suivez, à tout de suite. C'est pas courant de rencontrer un sénateur dans sa vigne. Bonjour monsieur Légas. Merci, très heureux de faire votre connaissance. Bienvenue. C'est votre vignoble, ça? C'est sur mon exploitation, c'est mon village, Servien. Voilà mon département. Vous n'êtes pas très nombreux dans les sénateurs à avoir une activité agricole. Je pense, oui, être le seul, même si j'ai beaucoup de collègues qui, quand même, font une activité, mais n'ont pas une exploitation à leur propre nom comme moi je l'ai. Je me fais une fierté de dire que c'est d'abord viticulteur avant d'être un sénateur. Quand on a des racines paysannes vigneronnes, comment se passe l'engagement, déjà au Parti Socialiste et ensuite au Sénat? Alors ça a été toute une histoire. D'abord, je me suis engagé auprès de ma commune, Servien. Devenu conseiller départemental par hasard, j'ai saisi juste une opportunité et en 2003, j'ai été élu sur une partielle au département d'une voix, d'une seule voix, qui aujourd'hui m'a porté au Sénat sans que, à aucun moment de ma vie, je ne l'ai cherché. Je suppose qu'au-delà de la question viticole, votre engagement pour la crise agricole, les drames que l'on voit, les suicides, c'est quelque chose qui vous touche de près. Mais je ne peux pas faire autrement, même si je suis viticulteur. Avant tout, je suis un agriculteur. Et aujourd'hui, là où je suis, au Sénat, législateur, je défends l'agriculture en général. On est dans un département où on passe de la conchyliculture à la viticulture, à l'élevage, aux céréales. Donc une diversité de l'agriculture qui représente aussi un petit peu l'image de ce que peut produire la France. Et aussi beaucoup de grandes surfaces, j'en ai vu d'énormes, une urbanisation sauvage qui a abîmé le littoral. Tout ça, c'est difficile à conjuguer. Ça, c'est vraiment l'abcès de ce département où, sur les 30 dernières années, il s'est consommé 25% de la surface agricole utile. Et là, on doit tirer une sonnette d'alarme. Il faut faire prendre conscience aux élus qu'il y a d'autres solutions, une autre vision à avoir pour préserver cette agriculture et ces espaces agricoles. Bon, ici, on est au cœur du département. Il y a des miroirs, il y a des terroirs. On commence par où, monsieur le sénateur, ce périple? Alors, par un petit écrin du département, qui est le bassin de Thau, nous allons à la rencontre d'un conchyliculteur, Téliru, qui est vraiment top top. Salut Teddy. Salut Henri. Ça va? Ça va et toi? Bonjour. Bonjour. Frédéric Légas. Bienvenue. C'est la pleine mer ici. Ah, c'est la petite mer. On est séparés de la mer que par une petite lagune. C'est un écosystème fabuleux ici. C'est l'écrin du département de l'Hérault. Il y a tout l'avantage que peut avoir une loi comme la loi littorale, Voilà. qui préserve donc ces espaces naturels qui ne seront jamais construits, heureusement. Combien vous êtes de professionnels en totalité sur le bassin Sur de le Thau? bassin de Thau, en ce qui concerne l'ostréiculture, on est 580.
L'huître a connu une problématique, une maladie qui a été répandue au-delà du bassin de Thau sur Tout le bassin français est menacé de toute manière. On l'a expliqué comment? On connaît les causes, c'est environnement, un peu de pollution, réchauffement Non, des c'est pas eaux. de la pollution, c'est un herpès virus qui s'attaque au naissin. Le naissin, c'est-à-dire que ça tue les bébés. Hein, Voilà, c'est ça, les petites huîtres. Et on avait des taux de mortalité de 90, 95, voire 100%. Maintenant, on est sur des taux qui avoisinent un peu plus les 50%. Donc ça laisse quand même... Bon, c'est toujours énorme, c'est toujours trop. Mais ça laisse quand même du stock pour continuer de travailler, etc. Et c'est vrai que ça a été une problématique pour pas mal de conchyliculteurs où on a vu des tables se vider, quoi. Teddy, qu'est-ce qu'on appelle une table? Alors une table, c'est un parc, hein, donc c'est toute la structure que vous voyez là. Ça fait 50 mètres de long sur 10 de large. Oui. La différence qu'il y a entre l'Atlantique et ici, c'est que les huîtres sont sur des cordes. Voilà, c'est sur des cordes parce qu'il n'y a pas de marée dans les temps de Thau, parce qu'il n'y a pas de marée en Méditerranée. Tout à fait. Alors, le principal, c'est que le consommateur continue à avoir confiance dans les huîtres du bassin et qu'on continue à se régaler avec des bonnes huîtres. C'est ce qui est le cas. Hein, ça, Ah c'est oui, vrai. oui, tout à fait. Salut. Donc on va sur une de tes tables Voilà, et tu vas nous soulever une corde. on va voir la bête. La bête. Voilà. Là, on peut voir la mortalité que je vous parlais tout à l'heure. Hein. Vous voyez Ah oui, c'est énorme. Hein. Ah oui, oui, c'est toujours trop. Et là, on a bien 50%, on voit bien. Voilà, surtout qu'en plus, c'est pas. Là, on est pratiquement à taille commerciale. C'est remboursé par l'État? Non, pas Non. du tout. Pas du tout, faudrait y penser d'ailleurs. Est-ce que du coup, on peut en goûter une vivante? Voilà, on va faire une des plus belles opérations qu'on peut faire, c'est déguster le produit qui sort de soit du potager, soit du bassin. Elle est belle, hein? Ça, c'est magnifique. Belle couleur Bien charnu. et charnue. Variété, c'est une Crassostrea gigas. Hein? C'est ça. Voilà. Il y a de la mâche, petite salinité, un petit goût noisette, c'est incroyable. Coupez-lui le talent parce qu'il est sénateur, il ne sait pas le faire. Non, je vais pas te faire cet affront quand même. Allez, ça c'est joli. Ouais. Magnifique. On mange le bassin directement. Hein. Alors c'est vrai qu'elle est à température de l'eau, hein, mais bon. Ce petit goût de noisette Ah là, oui, à la il fin. y a une salinité toute fine. Ça, c'est la typicité de l'étang de Thau, ça. Bon, monsieur le sénateur, on va passer aux travaux pratiques. Sublime. Au bassin de Thau, Au bassin de Thau. à Metz, aux huîtres de boutique. Et aux conchyliculteurs qui font un métier travaillent. formidable. Henri Cabanel, après cette odyssée ostréicole sétoise, la suite du programme se présente comment? Nous allons visiter une maison de retraite dont le chef a la particularité de se fournir en produits bio locaux. Et c'est le seul établissement français à avoir eu la labellisation Ecocert au niveau 3. Ecocert niveau 3 veut dire que c'est une garantie maximum. Ecocert est un organisme certificateur, comme son nom l'indique. Il est la garantie que dans cet établissement, les produits qui sont utilisés sont vraiment bio et que leur préparation correspond à l'éthique liée à cette production. Madame, une petite pomme de terre. Une petite pomme de terre aussi. Je vous la coupe, monsieur, ou pas? Allez, nous allons à la rencontre donc de René, chef de cuisine. Ça sent bon en plus. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Ça sent très bon. Enchanté. Bonjour monsieur. Enchanté. C'est des parfums méditerranéens, hein, je sens. Oui, là on a les arômes du céleri, le poireau. Tomate. La tomate, oui. Allez, viens. C'est merveilleux. C'est la soupe. Ouais. Ils sont bien traités, vos Il pensionnaires. faut. Et c'est vrai que ça fait partie d'un de leurs rares plaisirs de pouvoir manger C'est correctement. un de leurs principaux. Eh oui.
Ça, c'est du cœur de bœuf? Oui. C'est la vraie, à pas confondre avec la borsalina qui est striée. Voilà, ça c'est la vraie cœur de bœuf. C'est la vraie. Elles viennent d'où? Elles sont d'ici? Là, Là. d'Assas. D'Assas. D'Assas, donc c'est à 2 pas. Elles ont fait 8 km pour venir. Donc on est dans du locavore. Là. Oui. Quelle est votre politique d'achat par rapport aux produits? On est depuis 2012 sur du 100% bio au niveau des fruits et légumes. On trie tous nos légumes, on a la légumerie et tout est transformé sur place et cuisiné sur place. Donc tout est fait maison. Oui. Il y a un surcoût. Non. Aucun surcoût, c'est-à-dire vous dites ça ne coûte rien de plus. Non. La réalité, c'est que effectivement, le bio coûte plus cher. Déjà à l'agriculteur pour produire bio. Mais derrière, si René C'est au niveau de la transformation a qu'on pu arriver à maintenir les coûts, c'est des économies qu'il a fait par ailleurs dans l'organisation. Et donc, forcément, on s'y retrouve à la fin. C'est mieux géré, Exact. mieux exploité. Exact. Le gaspillage, c'est fondamental. Et c'est meilleur. Oui, oui. Et vous, en tant que parlementaire, un sénateur, est-ce qu'il a les moyens d'agir et d'accompagner le mouvement? Rien que sur le département de l'Hérault, au niveau des repas distribués, c'est 22 millions dans l'année. 22 millions de repas dans l'année. Donc il y a de quoi faire. Et la volonté qui a été la mienne dans la discussion de la loi sur l'ancrage territorial de l'alimentation, là, effectivement, on s'est battu au niveau du Sénat pour imposer les 20% de bio dans la restauration collective. Ça a été difficile et rejeté par la majorité sénatoriale, mais on tient toujours à cette loi. Elle va revenir certainement à un moment donné ou à un autre. Et il faut vraiment qu'il y ait la volonté politique au départ pour... Puis l'essentiel, c'est quand même de trouver des gens comme lui qui Il faut des acteurs, y croient. Voilà, qui y croient. Il paraît et que qui manger, s'engagent. c'est voter. Voilà. Et c'est vrai, vous avez raison. Et là, donc, on stocke les produits. Ben, ils ont été livrés hier matin. Le poivron de Corconne, les tomates donc à Assas. Je peux sentir un melon? Ah oui. Ils sont tous bons. Ah oui. Tous. Ça, c'est local aussi. Ouais, oui, oui. Magnifique. Monsieur le sénateur, quand on voit la performance de ce que René fait, ça vous donne pas l'idée d'aller voir la Chambre d'agriculture et de leur dire ça marche? Ah si, tout à fait, parce que je crois que l'exemplarité de la façon que vous avez avec les producteurs et vous, la volonté que vous avez de faire des produits bio, il est important pour moi que, bon voilà, je vous inviterai certainement à une réunion avec le président de la Chambre d'agriculture pour pouvoir décupler ce que vous faites vous à votre petit niveau, mais sur l'échelle départementale. Ah oui, ben, volontiers. Je suis à votre disposition. Je m'en réjouis parce que c'est la première fois que l'émission suscite une initiative politique qui va dans le sens de... Et oui, parce que voilà, moi je suis d'abord un agriculteur avant d'être un élu, quoi. Et voilà. Combien de repas alors? 95 95 par service. Allez, ça marche. Bonjour madame. Est-ce que c'est assez diversifié comme menu? Ah oui, je mange pas beaucoup de viande, mais je mange beaucoup de légumes. Moi, je suis bio, alors... Ah, vous êtes bio? Vous êtes bio. Bon appétit. Merci mesdames. Un témoignage de plus qui va dans le bon sens. Tout à fait. Au revoir René. Merci, au revoir. merci de votre accueil. Au revoir et à bientôt. À bientôt. C'est motivant ce qu'on vient de voir. Hein. Ah, fabuleux. Henri Cabanel, vous nous abandonnez un moment parce que vous avez des obligations parlementaires. Je vais à Frontignan, on m'avait dit d'aller voir les pêcheurs de petits métiers. Profitez-en d'aller à Frontignan voir les pêcheurs petits métiers qui sont la tradition et la culture de la pêche dans le département de l'Hérault, donc vous apprendrez beaucoup. Bon, je vais voir si je vous ramène un poulpe. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tiens-toi, Péricot, parce que là, on va mettre les gars, hein. Ah, c'est pas grave. Je suis à bord du Poulport 2 avec le patron Eric Golka et on est allé relever les casiers, les pots en terre dans lesquels il pêche ses poulpes, éventuellement une dorade, un loup, quelquefois même un homard, et puis on ramène ça au port et après direction la Criette 7 où il va vendre sa pêche du jour. Eric, qu'est-ce qu'on a rapporté là finalement? Combien de kilos à peu près? Ben, aujourd'hui, on a bien travaillé. Hein. On a fait pas loin de 200 kilos. C'est une prise correcte pour une journée comme... Ça, ouais. c'est une très bonne journée. Nous, il faut qu'on fasse 100 kilos à peu près par jour. Ah oui, Et hier, on en a attrapé un de 9 kilos. c'est un monstre ça. Ça devient exceptionnel. C'est 20 milieux sous les mers. C'est exceptionnel. Vous avez vu la ressource baisser en quantité ou non?
Les gros bateaux faisaient des ravages, vous l'avez vu ça? Oui, on a vu qu'ils cassaient les fonds justement. Vous êtes frité avec eux de temps en temps? Non, on ne s'est pas trop frité, mais il y a eu beaucoup de dialogues, de discussions, et il fallait préserver les zones. Vous êtes respectueux de la ressource? Les patrons pêcheurs, maintenant, de petits métiers se responsabilisent quand même. Là, vous verrez tout à l'heure, il n'y a pas un petit poulpe. On n'a pas ramassé un petit poulpe aujourd'hui. C'est-à-dire que vous remettez à la mer? Vaut mieux rejeter, voilà, vaut mieux rejeter un petit poulpe, même s'il pèse 400 ou 500 grammes, on le rejette. En un mois et demi, il fait 1,5 kg, 2 kg. Enfin, grâce à vous, le consommateur peut avoir du poisson frais, respectueux de l'environnement. Je m'estime heureux de ça, que les gens se régalent de mon produit. Voilà, on est à quai. Allez. Vous déchargez là? On va décharger. Allez, je monte. Allez. La pesée est à quelle heure? À 3h30. Mais le prix moyen du poulpe, c'est 8-10 euros? Voilà. Quelle moyenne en Il y ce a de la moment? demande entre 8, ça démarre à 8 euros à peu près. Oui, c'est un bon prix. Ah, c'est un excellent prix, ouais. Fini le temps où les petits pêcheurs étaient mal payés. Aujourd'hui, on reconnaît la valeur du travail ou non? On reconnaît la valeur du travail et c'est surtout que bon, il n'y a pas beaucoup de poissons aussi. Hein. Donc dès qu'il y a une jolie pièce, celle-là, elle est payée beaucoup plus cher. Donc c'est la rareté qui a fait monter les cours. Voilà. À bientôt, Eric. Perico, merci. À bientôt. Après avoir pêché du poule, je vais certainement goûter du fromage de chèvre puisque je retrouve le sénateur Henri Cabanel dans un village qui s'appelle Néfiès, où nous allons faire la connaissance de Eric et Christine Marc, qui sont producteurs éleveurs de chèvres dans un élevage qui s'appelle les Cabridoules. Je rejoins le sénateur. Bello, bébé, allez. Bello, bébé, allez. Bonjour. Bonjour. Eric. Bonjour. Erico, très heureux. Nous recherchons des pionniers un peu de cette culture naturelle et on a cru comprendre que vous étiez impliqué depuis longtemps dans cette démarche. Au départ, on avait un élevage, on va dire, plus traditionnel, voilà, qui était plus productiviste. Et en 2003, on a décidé de se tourner vers l'élevage de roves et de faire un élevage qui était plus en harmonie avec nos idées, quoi. C'est-à-dire un grand pastoralisme, c'est-à-dire sortir les bêtes toute l'année à l'extérieur, se nourrir que de ce qu'elles trouvent en garrigue, sans apport d'aliments, et passer à l'agriculture biologique. Voilà. Pourquoi des chèvres du Rhône, qui est une race qui vient des Vosges-du-Rhône, de Marseille? Parce qu'ici, on a quand même un peu le même relief, quoi, le parcours méditerranéen, donc elle s'adapte facilement à la chaleur. Et pareil, l'hiver, le saumon s'adapte aussi, et elle valorise super bien les parcours, quoi. Combien de bêtes vous avez? Là, il y a 74 femelles et 2 boucs. Et la chèvre du Rhône, c'est la plus belle. Ah, c'est magnifique. Le déclic qui a été le vôtre de passer donc du conventionnel au bio. Bon, vous avez dit que c'est par rapport donc à vos convictions, vos idées, mais au-delà de ça, qu'est-ce que c'est qui vous a fait basculer? Au départ, on s'est installé, disons que c'était un peu simpliste comme démarche. On voulait vivre à la campagne avec des animaux. Et puis après, on a pris conscience aussi du monde agricole dans lequel on vivait, quoi. Ce qui me tient à cœur, c'est un rêve aussi, hein. Ça serait retrouver des petites structures un peu partout comme ça pour permettre aux gens de se nourrir et garder aussi un principe auquel je suis sensible, qu'on appelle terre vivrière autour des agglos, tout ça. Ce qu'il y avait avant autour des villes, il y avait des maraîchers, il y avait des éleveurs. Et ce concept-là, de se dire aux gens, proche de chez vous, on peut se nourrir. Il y a un environnement qui nous permet aussi bien d'avoir du lait, de la viande, des céréales, etc. Et tout ça, on peut l'avoir à proximité. Voilà. Ça s'appelle la paysannerie. Voilà, et rester paysan. Et aussi se dire que nourrir les gens, c'est une belle mission, mais les nourrir bien, c'est encore plus beau. Voilà. C'est l'héros, vous voyez ça, hein? Quand on entend ça, on ne peut être que satisfait et fier de ce comportement, de ces conditions-là. Elles sortent un peu en parcours sauvage ou non, quelquefois? Tout le temps. Je pâture sur 150 hectares à peu près. Et donc, ça entretient quand même l'espace. Et vous luttez ainsi contre les incendies. On est vraiment dans une agriculture pour l'aménagement des territoires, qui empêche les milieux de se fermer et qui, en même temps, donc, rend service parce que lutte contre l'incendie et donc la production en circuit court. Donc là, on a tout compris, tout le monde est gagnant, quoi. On joue gagnant-gagnant. Ça vous va comme système, ça? Ah, parfait. Quand je vois le paysage qui entoure cet élevage, je suis sûr que le lait frais, quand il sort du pis, doit avoir un goût exceptionnel. Est-ce que vous pourriez me faire une faveur?
M'entrer une, que je goûte juste un petit peu de lait frais. Sortir. Allez, chienne, allez. Merci, chienne. Le nez déjà. On sent toute la garrigue. Comme on parle d'un vin, C'est vrai. et ce lait concentre tous les arômes de la nature. Monsieur le sénateur, je vous donne comme ça sacrement. Écoutez, Sentez-le. c'est une première pour moi. Hein. Sentez-le. Mais j'aime le lait. Ouais. Vous avez vu, c'est parfait. En plus, il est tout mousseux. Hein. Ah, ouais. On imagine Tout le chaud. fromage qu'on avait ravé. Ouais. Allez, à tout seigneur, tout honneur. Allez, merci. Vero, allez, allez. J'espère que les responsables de cette République auront la chance de voir ces images et qui feront ce qu'il faut pour préserver la pérennité de cet élevage pastoral. Parce que ça, c'est l'avenir de la France. Que demande le peuple? Le troupeau et le fromage. Allez, j'attaque. Allez. Merci bien. Ça a goût de fromage de chèvre. Ça, Vaut mieux. oui, mais ça, c'est net, c'est clair et net. Là, quand on mange ce fromage, on vote quand même pour quelque chose de précieux et d'important. Je lève mon verre à votre courage et au travail merveilleux que vous avez accompli. Merci à vous. Monsieur le sénateur, cette petite gorgée de vin me donne envie d'en découvrir d'autres. Mais écoutez, nous allons aller vers Saint-Saturnin, où un viticulteur en bio nous attend, Virgile Joly. Donc, je vous amène. Très bien. Merci, mes amis. Merci. Merci À votre une prochaine visite. fois. Bonjour Virgile. Ça va? Ça va bien, oui. Quel collègue, de l'excellent. Enchanté, Virgile On Joly. est dans le vrai Languedoc, là, ici. On est au cœur des terrasses du Larzac, et donc justement attaché au pied du plateau du Larzac, et sur une dénomination spécifique qui est Saint-Saturnin. Donc on a un paysage historique de vignes, quoi. Depuis les Romains, on a la vigne ici. Et l'Occitanie est devenue le premier vignoble au monde. Combien de cépages différents avez-vous? Donc en rouge, nous avons 5 cépages. Ici, le Mourvèdre. Mourvèdre, Grenache, Syrah, Syrah, tradition. Carignan et Cinsault. Ah, vraiment, les traditionnels. On a les 5 cépages traditionnels. Quand vous êtes installé, Virgile, l'agriculture biologique était déjà en progression. Je me suis installé en 2000. En 2000, c'était le tout début. Donc je fais partie des pionniers au niveau régional à avoir travaillé en agriculture biologique et à être certifié. Je voulais faire des grands vins du Languedoc. Donc de suite parti sur une production haut de gamme. Donc vendange à la main, comme là, si vous voulez, on a bourgeonné, on a enlevé des bourgeons, on a déjà fait beaucoup de travaux manuels avant même la vendange. Est-ce qu'on peut encore parler de vin populaire, de vin pour tout le monde et pas de vin d'élite? Je pense que la viticulture de cette région, de ce département, a connu une révolution comme aucun vignoble au monde n'a connu. Avec un fil rouge, la qualité. On est passé d'un produit que certains ministres appelaient bibine à des produits de qualité connus et aujourd'hui reconnus dans le monde entier. Voire piquette. Oui, oui. Mais l'agriculteur, qu'était mon grand-père, qu'a été mon père et que je suis, mais c'est la nuit et le jour. C'est la nuit et le jour. C'est ce qu'on est venu vous faire dire, monsieur le sénateur. Eh bien, vous avez réussi. Bon, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Donc j'étais en train de contrôler la charge de raisin. C'est-à-dire que, vous voyez, une souche comme ça. Ah oui. Donc là, on a déjà enlevé des bourgeons, comme ça, il y a moins de raisin. Et là, on est à peu près équilibré. Donc en général, quand il y a des vers de grappe et qu'il y a des œufs, avec le soleil, là, c'est le meilleur moment, la grosseur des baies, pour voir s'il y a des œufs. Tu traites quoi, comment, les vers de grappe? On fait de la confusion sexuelle. Ça veut dire qu'on utilise un procédé qui est bio. L'idée, c'est de mettre des capsules qui sentent la femelle. Oui. Et comme ça, le papillon, le mâle, il ne trouve plus la femelle. C'est pour tromper l'insecte. Voilà. Et le mâle ne trouvant plus la femelle n'est pas fécondée, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de vers. Tous les viticulteurs du coin font ça. Comme ça, on n'utilise pas d'insecticides. On a abandonné un peu cette viticulture de nos grands-parents où il y avait des appareils à sulfater qui pulvérisaient à droite, à gauche, partout. On est d'accord, on ne pourra pas faire marche arrière.
Le consommateur l'accepterait pas, le citoyen l'accepterait pas. Maintenant, bon, on le sait tous, et nous, en tant que législateurs, encore plus que les autres, il y a la pression des lobbies, et là, il faudra que chacun puisse savoir résister pour aller toujours dans cette volonté d'agriculture durable. C'est une vraie pression, les lobbies? Ah oui, ils sont présents au quotidien dans la vie d'un parlementaire. Ah bon? Oui. Carrément dans les institutions? Ah oui, carrément dans les institutions. Il s'agit bien de savoir quel monde on va léguer à nos enfants, nous sommes d'accord? On y travaille. Hein. Petit rendement, on est en appellation Saint-Saturnin. Si je comprends bien, là, on a la synthèse de ce terroir, la trilogie des cépages, la gueule de l'endroit, les tripes du bonhomme. On est dans l'authenticité du Saint-Saturnin. Allez, on trinque. Allez, au Saint-Saturnin. Et à l'Hérault. Et à l'Hérault. Je pense qu'il peut venir un autre petit casse-croûte, monsieur le sénateur. C'est fait. Voilà, le secret quand même de la brazucade, c'est ceux qui viennent de bouger là. Ouais. On ne peut pas lui demander ce qu'il y a dedans parce qu'il ne vous le dira pas, c'est le secret de famille. Comme ça, de but en blanc. Si demain l'histoire faisait que vous étiez appelé au ministère de l'Agriculture, est-ce que vous auriez 2-3 mesures que vous aimeriez prendre? Oh là, oh là. Non mais on extrapole, mais imaginez, on est en démocratie. Alors, je ne sais pas si je peux me mettre à la place d'un ministre de l'Agriculture, mais je me mets d'abord à la place de l'agriculteur que je suis et de la souffrance qu'aujourd'hui les agriculteurs ressentent à travers donc ce modèle de société, d'économie qu'il y a au niveau de l'agriculture. Moi, je favoriserai les exploitations familiales, les circuits courts. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'aménagement du territoire passera par la volonté d'une agriculture familiale où beaucoup d'agriculteurs ont montré aujourd'hui qu'elle était viable. Et le progrès, finalement, s'est révélé destructeur. Tout à fait. On a été, à un moment donné, et ici particulièrement dans l'agriculture viticole, les inventeurs de la coopération, qui à un moment donné est devenue une industrialisation du vin. Aujourd'hui, on revient en arrière, on retrouve le contact avec la nature qu'on avait peut-être oublié. Et je pense qu'en faisant ça, on met en avant donc, des produits de qualité et surtout, on pense aux générations futures. Donc, on peut être paysan et socialiste. Tout à fait, la preuve. Vous feriez un bon ministre. Merci. Ça a de la gueule quand même. Là, je dois dire que goûter ces produits, dont on voit la provenance, l'homme qui les élève en quelque sorte, oui. Le parlementaire qui les protège, le vigneron qui les arrose et nous qui les dégustons, c'est un bel instant parce que il y a de l'humanité, il y a du courage, il y a de la dévotion et de la transmission. Merci, monsieur le sénateur Henri Cabanel, de nous avoir reçus. Quant à nous, je vous dis à bientôt pour un prochain Manger c'est voter, où, avec un parlementaire de talent et de choix, nous aurons l'occasion de partager des moments aussi intenses. Ce sera évidemment sur Public Sénat. À très bientôt.